Aujourd'hui, on va parler d'aimer le monde. Petit sujet. Alors, aimer le monde, si on était notre ami Sol, ceux qui connaissent bien l'humoriste Sol, Marc Favreau a incarné un personnage pendant longtemps au Québec, un personnage légendaire qu'on appelait Sol. Il jouait tellement avec les mots, il était magnifique. Et je me souviendrai toujours de son monologue sur aimer les autres. Et il citait la Bible dans laquelle on dit « il faudra que tu aimes ton prochain ». Et il était très drôle parce qu'il disait « ben oui, le prochain c'est bien, mais on nous a pas dit quel prochain. C'est-tu le prochain, la porte à côté, tout le coin de rue, la rue au complet, c'est où le prochain ?» Et il était drôle parce que c'est très vrai, c'est lequel prochain. Et puis, je vous passe tous les détails, je vous invite à le retrouver là, sûrement sur le web quelque part. Mais il était drôle parce qu'il disait ok, aimer le prochain, mais quand? Il n'a pas dit quand. Aujourd'hui, demain, dans une autre vie, à ma mort, quand est-ce que je vais aimer le prochain? Et je trouve que la notion d'aimer le monde, bon, c'est un sujet, comme tous les sujets qu'on aborde le mercredi, sont qu'une prétention, là, c'est pas des grandes vérités, c'est des sujets, bon, des petits aspects théoriques, mais si on essaye de les rendre très concrets au quotidien, aimer le monde, il y a plusieurs aspects. Il y a, je pense, l'idée de vérifier combien est-ce que je suis capable d'avoir un rapport axé quand même sur une relation assez aimante avec les autres. Pour voir qu'il y a plein de degrés, il y a plein de... On parle pas de tomber amoureux de tous les gens qu'on rencontre non plus. Ça peut être carrément une maladie mentale. C'est de tomber amoureux de tous les gens que tu rencontres. C'est pas ça non plus aimer le monde, là. Ça, c'est un problème affectif qui peut être un petit peu compliqué, là. Des fois, on aime les mauvaises personnes, entre guillemets. On tombe amoureux des mauvaises personnes. Des fois, on aime à tort. Des fois... c'est compliqué, aimer le monde. Mais je pense que l'idée et l'invitation ce soir, c'est peut-être de s'observer soi-même et de se demander comment est-ce que notre baromètre d'amour répond selon qui est face à moi. Et je pense que on est tous un peu pareils, on a des fluctuations à ce niveau-là. Il y a des gens, quand on les voit, c'est automatiquement « Ah, salut, content de te voir ». Il y en a d'autres, tu les vois de loin, puis tu changes de trottoir, et là, tu pars, tu disparais, et là, tu fais comme si tu n'avais pas vu. D'autres, tu les rencontres, tu dis quand même « Bon, salut, ça va, content de te voir », mais c'est une petite réserve dans l'expression amoureuse. Ça varie, hein. C'est vraiment très dépendant. Il y a des gens qu'on aime beaucoup voir le week-end, mais on n'aime pas les voir la semaine. C'est bizarre, ça, c'est des relations de week-end. Puis j'entrerai pas dans tous les autres types de relations. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on aime voir, mais pas trop souvent. C'est dans le genre, quand ça fait mon affaire, c'est bien, mais si la personne débarque sans prévenir, non. On aime ce rendez-vous. Ça dépend des individus. Et la notion d'aimer le monde, c'est aussi aimer le monde, ça peut être vu dans le sens large, aimer tout le monde, ou aimer le monde dans le sens aimer les gens en général. Parce qu'on peut avoir une vue d'amour qui englobe tout, qui est vraiment très universelle. J'aime le monde avec tous les animaux, le monde, la planète, le monde. Ou c'est j'aime les gens en général. Et je dirais, pour moi, la raison pour laquelle je trouve ce sujet, en même temps, oui, bon, très théorique, mais d'un autre côté, extrêmement concret, c'est que ma relation avec les autres, et on le sait en spiritualité, est énormément un miroir de ce que je ressens intérieurement. Et je pense qu'on est tous un peu pareils quand on est fatigué, quand on est de mauvaise humeur, quand on est irrité, quand on est angoissé. On n'est pas très réceptif à l'autre. On n'est pas très porté à être généreux, avoir du temps, être à l'écoute de l'autre. On est préoccupé par notre petit truc, puis on devient un peu fermé à l'autre aussi. Puis même les mamans qui ont des enfants savent ça. Il y a des jours, on jouerait toute la soirée avec notre enfant. Il y a d'autres jours, un cri de travers, un chewing-gum collé sous la table, un verre de lait renversé, puis maman, elle en a assez, là. Tu vois. Puis là, maman, elle pète un plomb, quoi. C'est pas qu'elle n'aime pas son enfant. C'est que ça donne ce jour-là qu'il n'y a pas de disponibilité à aimer l'autre. Et dans les relations de couple, c'est pareil. Je veux dire, on tombe amoureux, on se marie,
On s'engage à vivre ensemble, puis des fois, ben, ça tient pas, des fois ça tient. Puis après, entre les deux, ben, il y a des moments difficiles, il y a des périodes des fois très difficiles. Et des fois, on remet en question notre amour pour l'autre. L'autre met en question l'amour. Si tu m'aimes vraiment, tu m'aimes. Si tu m'aimais, tu ferais ça. Si tu m'aimais vraiment, tu sais, l'honnêteté là-dedans, c'est un gros sujet. On sait que l'amour, c'est un gros sujet. Mais là où je trouve que c'est très pertinent comme sujet, c'est que c'est un peu le miroir de ce qu'on ressent intérieurement, notre relation amoureuse avec les autres. Et on dit souvent que pour vraiment aimer les gens, il faut faut s'être libéré un petit peu d'une certaine pollution intérieure, d'une certaine de parasite intérieur. On va voir par exemple que cette notion d'égoïsme, par définition, l'égoïsme, c'est un excès d'amour pour soi-même, mais un amour un peu bizarroïde, un amour un peu narcissique, un peu possessif, un peu consommateur, un peu dépendant. C'est ça qui donne l'égoïsme. Un regard sur soi qui fait que tout tourne finalement autour de soi. Mon interprétation de l'autre est en fonction de qu'est-ce que l'autre m'apporte. Donc c'est un regard très égoïste. Ma disponibilité face à l'autre dépend de mes besoins sont-ils satisfaits? Ok, je peux t'accorder du temps. Égoïsme. Versus, bon, l'antithèse complètement qui est très rare, une forme d'altruisme, un sentiment dans lequel le soi passe pratiquement pas en premier, mais non pas en dernier non plus. L'altruisme est très différent comme attitude. Et ce qui se passe, c'est que mon expérience en spiritualité pendant des années, c'est que si, par exemple, quelqu'un fume depuis 25 ans, cette personne, c'est pas un jugement, c'est que cette personne ne sait plus ce que c'est que de ne pas fumer. C'est impossible pour cette personne. Intellectuellement, on peut lui dire, mais tu sais, quand tu fumes pas, tu respires mieux, tu peux courir plus longtemps, tu peux monter les marches sans être essoufflé. Intellectuellement, la personne peut comprendre. Mais dans le concret, c'est impossible. Il n'a plus de registre, la mémoire n'est plus là. C'est impossible de ressentir ça. Moi, j'ai un acouphène dans une oreille, c'est que j'entends constamment, tout le temps, depuis 20 ans, un sifflement, comme il y a un sifflet tout le temps. Et c'est bête parce que pour quelqu'un qui veut être dans le silence en méditation, ben, ça marche pas très bien, quoi. Et pour moi, le pire moment, c'est quand il n'y a pas de bruit. Parce que comme là, tu vois, j'en parle, j'entends que ça. Et ce qui fait que apprécier le silence, moi, je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est que d'être au bord d'un lac, puis de ne rien entendre. Je sais plus dans ma mémoire. Et je suis sûr que si vous avez une technique, je suis ouvert, là, mais j'ai essayé pas mal de trucs, mais s'il y avait un magicien dans la salle, puis qui fait ça, puis j'ai plus d'acouphènes, je pense que pendant 2 jours, vous allez me trouver complètement en transe, en train de « Waouh! Wow! » Tu sais, je serais dans une béatitude totale. Pour quelque chose que les gens ressentent au quotidien, dans lequel ils ne sont pas dans une béatitude. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir, on ne sait même pas de quoi on parle, tant qu'on ne le ressent pas. Et mon hypothèse spirituelle de départ, c'est qu'on est tous incapables d'aimer constamment. Ça fait qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que d'aimer constamment, mettons pendant 1 mois de temps. Ceux qui font des programmes des fois pour arrêter de fumer ou arrêter de boire ou faire l'exercice physique ou arrêter un type d'alimentation savent très bien que c'est dur. Tu sais, c'est les premiers jours, tu es en manque, tu cherches, mais quelqu'un qui dit des fois, moi ça fait 3 mois que j'ai pas pris une cigarette, il commence à y avoir une certaine fierté, une appréciation, puis là les gens disent j'arrive à goûter des trucs que je goûtais pas avant. Je me sens mieux, je suis libéré d'un esclavage. Il y en a pour qui c'est pas ça, mais il y en a pour qui c'est ça. Et ils redécouvrent, après 3 mois, qu'une réalité qu'ils n'avaient pas connue avant. Peut-être quand ils étaient très jeunes, mais qu'ils ont oublié. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que aimer le monde, c'est facile d'oublier ce à quoi ça ressemble. Parce qu'on a développé, je pense, de façon assez naturelle et humaine,
un amour très sélectif. On a des amis Facebook, on a des likes, on a des amoureux, on a des amis, on a tout un langage qui décrit un certain cercle d'individus envers qui on ressent quelque chose de bien. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est qu'aimer tout le monde? Parce que même moi qui fais des efforts surhumains, je dois avouer qu'il y a des matins où c'est plutôt neutre. Mettons que je déteste personne, mais mettons que j'ai envie de voir personne. Ça, on peut s'entendre comme ça. C'est plutôt neutre, quoi. C'est plutôt neutre. Puis même les gens que j'aime bien, il y a des jours, je serais content de pas les voir non plus aussi. Tu sais, j'ai besoin de mon petit cocon tranquille, puis si on peut me laisser tranquille dans mon petit univers, je serais très heureux. C'est pas que j'aime pas le monde, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas la capacité de ressentir ce que c'est. Je pense que comme tout le monde, il y a des gens qui nous tombent sur les nerfs, tu sais, purement et simplement. T'as beau te dire, c'est une âme, c'est un être humain qui a tous les droits sur Terre. S'il est marié, il doit avoir une femme qui l'aime. Elle a sûrement vu quelque chose en lui qui m'échappe, mais moi je me dis toujours ça. Quand j'aime pas quelqu'un, je lui demande, t'es marié? Oui. Vous aimez bien? Oui. Ah bon. Je peux dire, tu vois, quelque chose qui m'échappe. Si quelqu'un a vu quelque chose de bon au point de l'aimer et de le demander en mariage, c'est vraiment que j'ai raté quelque chose là. Et ça, des fois, je me dis, bon ben, c'est pas parce que j'aime pas la personne qu'elle est pas aimable, qu'elle est pas digne d'être aimée. Parce qu'il y en a qui l'aiment. Je citerai personne, mais il y a des gens très importants au monde, très détestés, mais je suis sûr qu'ils doivent bien trouver 4-5 personnes qui les aiment. Hein. Moi, enfin, au moins 3-4, je sais pas. Mais ils sont aimés quand même. Détestés par certains, aimés par d'autres. C'est bizarre. Alors, qui suis-je pour dire j'aime pas quelqu'un? Et l'idée pour moi, c'est que l'hypothèse que je prends, c'est que des fois, on ne sait plus ce que c'est qu'aimer les gens. Et on a oublié, on n'a plus cette mémoire du bonheur qu'on ressent et du bien qu'on ressent quand on est dans une relation aimante. Puis je cherche mes mots encore pour dire qu'est-ce qu'on veut dire là par aimante. Encore une fois, c'est pas un sentiment amoureux. En français, on a seulement un mot aimer. En hindi, ils en ont 6 mots pour décrire l'amour. Et c'est 6 façons d'aimer très différentes. Puis ils ont 6 mots différents pour amour. Et c'est très... même en anglais, on dit I like you ou I love you. C'est pas la même chose. Quand tu demandes quelqu'un en mariage, tu dis I like you, do you want to marry me? Je sais pas, hein, peut-être que si tu love me, c'est peut-être un peu mieux que si tu like me. En espagnol aussi, il y en a plus. C'est des variantes. Parce qu'il y a une réalité. Que l'amour qu'on a pour un chien, heureusement, ça ne devrait pas être le même qu'on a pour nos parents, ou un gâteau, ou une voiture. Et donc, cette notion d'aimer le monde, d'aimer les gens, être capable de rencontrer quelqu'un dans la rue, et d'être sur la fréquence d'une vibration. Je cherche encore le mot, là, en français, ce serait quoi? Amour, aimable, une vibration d'amour, mais dans un sens spirituel. On a oublié un peu ce que c'est. Puis on a oublié à quel point la raison pour laquelle on sait plus ce que c'est parce qu'on est trop préoccupé par nos propres trucs. On voit quelqu'un, on rencontre quelqu'un, au lieu d'être neutre, puis d'accepter l'autre, puis d'écouter, puis de laisser du temps à la personnalité de l'autre de s'exprimer, on est très rapidement dans le jugement. Ah oui, t'as étudié à Outremont? Ah oui, d'accord, je vois le genre. Ouais. Un lycée français? Ah oui, ça c'est... Ok, d'accord, je vois. On va vite dans nos... Je dis ça parce que, bon, je l'ai fait, moi, le lycée français, Outremont, mais je me dis, on va vite dans les catégories. Je plaisante souvent, mais quand j'étais très jeune, moi, j'étais expert là-dedans. Et je compartimentais mes amis de façon extrême et j'avais un jugement épouvantable. Moi, quelqu'un qui s'habillait pas comme moi ou dans mon style, oublie ça, non, on parle pas à ces individus. Ça sert à rien d'engager une conversation si c'est même pas s'habiller. Je veux dire, non, ça va pas. Je vous jure, c'était assez extrême mes idées. C'était le jugement, qu'est-ce que tu veux? J'avais 16 ans, 17 ans, je lance jugement, c'est tout. Quelqu'un qui me revient pas, quelqu'un qui a pas le look qui me plaît,
Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Il n'y a rien, là. Après, ça prend des années à apprendre à aimer quelqu'un qui n'est pas beau physiquement, quelqu'un qui n'est pas aimable, quelqu'un qui est bête. C'est pas facile d'apprendre à aimer ces gens-là. Mais ça s'apprend. Et la seule chose qu'on remarque, c'est ce qui m'empêche d'aimer. C'est pas qu'ils sont pas dignes d'être aimés. C'est que c'est mes propres parasites intérieurs qui brouillent tout puis qui créent des pensées de jugement, de rejet, d'intolérance, d'orgueil, de supériorité, d'abaissement par rapport à l'autre. C'est des sentiments qui sont pas très, très sains. C'est normal, tout le monde a ça. Je pense que c'est le fonctionnement absolument fondamental de la société. Et des événements vont stimuler ça encore plus. Le sport, la politique, sûrement d'autres, là, mais la politique a tendance à polariser de façon extrême le jugement qu'on a, puis la haine qu'on peut avoir pour quelqu'un parce qu'il n'est pas du même parti politique que moi. La religion, comment est-ce que les religions, au nom de Dieu, au nom de l'amour, en arrivent à haïr l'autre parce qu'il n'a pas la même religion? Il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Et ça, c'est parce que cette incapacité d'aimer vient du fait qu'on devient possédé par ces parasites, sa pollution intérieure. Et malheureusement, c'est que ces parasites-là font qu'on est plus conscient qu'on n'est même pas en train d'aimer. Honnêtement, moi, j'étais un grand fumeur, puis quand je fumais, à la limite, quelqu'un qui me disait « Écoute, ta fumée me dérange », moi, honnêtement, je vous jure, j'étais vraiment arrogant, là, mais je leur disais « C'est ton problème, mon ami, t'as qu'à aller ailleurs ». Honnêtement, pour moi, en France, on fume, c'est normal, on boit du vin, puis on mange du pain. Si vous n'avez pas un problème avec ça, vous allez vivre ailleurs, parce que c'est comme ça. Je veux dire, il y avait des années où les annonceurs à la télévision fumaient. Avez-vous déjà été dans un studio fermé où 4 personnes fument? Aujourd'hui, ça nous paraît inconcevable. Mais à l'époque, il existait des non-fumeurs. Ils étaient dans un studio, tout le monde fumait, et c'est eux qui devaient se taire. Si le non-fumeur avait le malheur de dire « Peux-tu aérer un peu, j'étouffe », on disait « Non, ça sort dehors, va prendre l'air ». Et moi, j'étais élevé en France où fumer, on était majoritaires. Je veux dire, si tu fumes pas, t'es faible, t'es plate, oh là là, quel guindé, il fume même pas, non? Moi, mes amis qui fumaient pas trop intéressant. Un qui fumait la pipe, alors là, wow, pipe. Ah, ça c'est original, ok, ça c'est intéressant. Encore aujourd'hui, on a une sacrée réputation de fumeur. Encore aujourd'hui, on a une sacrée réputation. Ouais, on a. Mais moi, fumer, honnêtement, on m'aurait dit, tu déranges quelqu'un. J'en étais pas conscient. Honnêtement, c'était pas, ça me préoccupait pas. Là, je fumais, fumer allait n'importe où, ça me dérangeait pas. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers, quoi. Et donc l'idée pour moi, c'est pas de juger le fumeur. C'est juste de dire que le fumeur ne sait pas ce que c'est que de ne pas fumer. Et on a oublié. Et quand on n'aime pas, quand on n'a pas cette vibration d'amour, on se rend pas compte que c'est comme s'il nous manquait de l'oxygène. C'est comme si on ne vivait pas les relations au niveau auquel la relation doit se vivre. Honnêtement, les efforts qu'on fait dans le Raja Yoga, c'est orienté vers un changement de personnalité, enfin une amélioration de personnalité. Moi, je sais très bien ce que c'est, puis je pense que vous le savez tous, ce que c'est que d'être en colère face à quelqu'un. Quelqu'un vous dit quelque chose, puis vous êtes en colère. Tu sais, vous aimez pas ça, ça vous met en colère, puis ça spinne dans la tête, tu parles à la personne, tu lui en veux, tu as envie de lui écrire un courriel, vraiment, là tu te retiens un petit peu, puis ça spinne. Puis tu peux te tromper, hein? Mais ça spinne dans la tête. On sait tout ce que c'est. Mais est-ce qu'on sait à quel point c'est formidable quand la personne nous dirait la même chose, on sent que la colère va venir, mais on a un petit désamorceur de colère, et là, volontairement, on change nos pensées, on fait un petit effort, et là, tout à coup, on change notre façon d'aborder la situation. Et moi, je vous assure, il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps où
quelqu'un a écrit des trucs, puis c'est rendu public, puis c'est parti, puis je me suis dit, ah boy, vraiment, comment quelqu'un qui, je pensais être un ami en plus, je me dis, tu sais, vraiment les images qui me venaient, c'est ça y est, il t'a poignardé dans le dos, il t'a trahi. Comment est-ce que quelqu'un peut faire un truc pareil, écrire, c'est pas énorme, mais c'est quand même assez grave pour que vraiment, honnêtement, ça vienne me chercher un petit peu. Et bon, tout de suite, mes systèmes d'alarme sonnent. Raja Yoga, t'es spirituel, tu dois aimer tout le monde. Non, 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 pas de colère, c'est très, 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 très mauvais la colère. Tu vas perdre ton diplôme de Raja Yogi. Surtout si quelqu'un te surprend en n'étant pas joyeux, souriant, t'as perdu toute crédibilité, hein, la pression du. Faut que je... Puis là, ça spin. Là, le smoothie est en train de se faire à l'intérieur, là, mais il manque de jus, donc c'est. Puis là, je cherche la méthode. OK, c'est quoi le désamorceur? Comment... Je sens la colère qui est là, la douleur, la peine, puis en même temps, il y a toute l'autre dynamique qui dit attention, non, 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 il faut que tu sois calme, etc., etc. Puis je vous jure, hein, ça m'est arrivé. Il y a un mot qui n'est pas arrivé dans ma tête. Il a pris 2 jours. Pourtant, je prêche tout ça, je baigne là-dedans 24 heures sur 24. Mais il y a un mot qui a oublié de sortir dans tout ça. Puis c'était le mot pardon. Puis j'étais tellement surprise après, presque 2 jours, à un moment donné, le mot pardon est venu, puis je me dis, ah, j'ai même pas pensé à ça. J'étais tellement pris par pourquoi, puis ça devrait pas, puis comment il a osé, puis qu'est-ce que vont en penser les autres, puis ma réputation, puis ok, il faut que je me calme. Mais pourquoi il a fait ça, ok, il faut que je me calme. Mais pourquoi il a fait ça, mais il devrait, mais il faut que je me calme. Mais je veux lui écrire, non, je veux pas lui écrire. Tu sais, t'es là pendant, tu travailles ton truc, puis à un moment donné, juste ce mot est arrivé, pardon. Puis je me suis dit, hey, j'ai même pas pensé à lui pardonner. Puis je me disais, c'est incroyable, pourquoi ce mot est pas venu plus tôt? Et le moment où le mot est arrivé, je me suis dit, ben voilà, c'est ça mon désamorceur. En fait, examine ma capacité à parler. Est-ce que je suis capable? Je parle de choses, c'est pas... je parle pas d'avoir été diffamé dans la première page du Journal de Montréal avec tu sais, des trucs comme ça. Hein, c'est mineur, mais dans une échelle d'individu et de relation avec quelqu'un d'autre, ça prend de l'ampleur. Puis je dis pas que j'étais super dérangé, tu sais, je fonctionnais toute la journée, mais ça me trottait en tête. Puis quand le mot pardon est arrivé, là j'ai senti que ok, c'est là mon salut, là, il est là-dedans. Et si j'arrive à faire vivre ce mot pardon, voilà, c'est réglé. J'ai plus de colère, je n'en veux plus à la personne. Là, j'ai la bonne approche. Là, je peux, même s'il fallait, et j'ai d'ailleurs dû écrire à cette personne, pour lui dire sans aucune colère, en lui disant d'ailleurs, je me souviens des promenades qu'on a fait ensemble, j'ai revécu tous les moments beaux qu'on a vécu ensemble, puis je dis, moi, c'est ça que je regarde. Par contre, ce que tu as écrit, ce que tu as fait, je t'avoue franchement que ça m'a dérangé, ça m'a pas plu, ça m'a vraiment blessé, mais je comprends, c'est ton truc, puis écoute, honnêtement, je te pardonne, c'est fait. Puis c'était réglé. Tu sais, puis ça a pris 2 jours. Mais sinon, je sais que ça pourrait prendre longtemps. Là, ce que j'essaye de dire, c'est pas que je suis bon, c'est juste de dire, quand on vit ces valeurs-là, il y a un bien qui arrive, il y a un bien-être qui arrive. Mais on m'aurait dit, pendant les 2 premiers jours, il faut que tu lui pardonnes, peut-être j'aurais même pas entendu. J'aurais pas été capable de le faire. Mais ne pas pardonner, ça tient les tyrans à distance. Ça tient les tyrans à distance. T'as toujours des formules assez originales. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Ne pas pardonner tient les tyrans à distance. Je suis pas sûr. Je mettrais ton slogan à l'épreuve en politique et ailleurs. Mais l'idée, pour moi, c'était de se dire, qu'est-ce que je suis mieux quand je pardonne? Qu'est-ce que je me sens mieux? Je suis libéré de... C'est pas l'autre il a juste écrit 3 lignes, puis c'est tout. Puis il a peut-être oublié après ça. Il savait même pas, d'ailleurs, que ça m'avait blessé. Mais c'est moi qui ai continué à prendre son couteau qui avait à peine touché, puis c'est moi qui continue à me donner des coups de couteau avec ces 3 lignes, là. Il l'a fait juste une fois, puis c'est moi qui le fais 10 fois après. Puis de se dire, une fois qu'on pardonne, de me dire, je me sens tellement mieux. Puis ça y est, c'est réglé, j'ai plus de tension. Yes, cool. OK, après, là, tu passes ton examen, puis tu dis, c'est peut-être donc 55 sur 100, peut-être, parce que 2 jours, c'est un peu long pour un Raja Yogi. Mais dans la notion d'aimer les autres,
Tu dis, c'est un peu la même chose. C'est on sait pas ce que c'est. On oublie, on pense que c'est normal de discriminer. On pense que c'est normal d'être agacé par un tel, d'être repoussé par l'autre, d'avoir une petite sélection très, très, très restreinte de gens qu'on aime. Puis on se dit, ben, c'est normal, c'est humain. Tout le monde est comme ça. Et la beauté de la spiritualité, c'est de dire, non, il y a une autre dimension qui existe. Tu sais, si on n'est pas riche, justement, je regardais la biographie, un reportage sur un personnage très célèbre aujourd'hui, très détesté, mais je ne le nommerai pas. Et il montrait comment il était élevé dans des palais avec des domestiques, une maison avec 28 chambres, des trucs, enfin 8 chambres pendant le coucher, 9 salles de bain, comment il disait. En tout cas, bref, il décrivait le palais. Puis je juge pas, mais je me dis, c'est vrai que quand tu es élevé dans un environnement comme ça, tu n'as aucune idée de ce que c'est. De vivre dans la rue, où tu sais même pas comment tu vas manger demain, où tu as à peine assez d'argent pour t'acheter une paire de souliers par année. Tu sais, c'est pas les mêmes réalités, quoi. Et en spiritualité, ce que je trouve fabuleux dans ce qu'on fait en méditation, c'est de se remettre en question, d'avoir d'abord au début l'objectif de s'améliorer. C'est évident que si on n'a pas comme objectif de s'améliorer comme individu, tout ce qu'on dit, ça sert à rien, là. Mais le moment où on reconnaît que chaque aspect de soi-même peut se développer davantage, et qu'en le développant davantage, c'est moi le premier bénéficiaire, je vais être mieux dans ma peau, plus fonctionnel avec les autres, j'ai apprécié la vie davantage, c'est là où je trouve la dynamique spirituelle devient intéressante. Et la notion d'aimer les autres, d'aimer le monde, c'est d'abord au départ de se demander, est-ce que je suis dans une bonne disponibilité pour le faire? Et ce qui nous tracasse, nos espèces de parasites, nos égoïsmes, nos intolérances, nos jugements, ça vient d'en fait une espèce de carence affective. T'sais, on est nous-mêmes en manque d'amour. Puis on dit, ben, comment je vais aimer tout le monde? J'arrive même pas à me satisfaire moi-même dans mon besoin d'être aimé. J'ai même pas le sentiment d'être aimé. Et corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que quand on se sent très aimé, c'est beaucoup plus facile d'aimer les autres. Si on ne se sent pas aimé, on cherche un amour très dépendant en ce moment-là. Notre amour n'est plus j'aime quelqu'un parce que je l'aime. On aime quelqu'un parce qu'on a besoin. L'amour devient une consommation. C'est un amour aspirateur. C'est vraiment, je dis toujours, il y a des amours ventilateurs, puis il y a des amours aspirateurs. Puis l'amour aspirateur, c'est l'amour un peu vampirique. Tu aimes parce que tu consommes de l'autre. Ah, je t'aime beaucoup. Non, c'est juste que je t'ai pris 3 litres de sang, là, c'est bon. Et je me sens bien, parce que je viens de me remplir je viens de faire le plein d'essence, là, de sang. Et je t'aime beaucoup, beaucoup, ouais. Tu acceptes la solitude? Tu peux accepter la solitude, ouais. Ça fait des raisins secs, ça, la solitude, hein. Les gens qui vivent tout seuls dans leur petit monde. L'être humain est un être de collectivité. On a des parents, on a des amis, on est une société, on est une collectivité. On peut s'isoler, mais dans la société, une société a besoin d'amour. On a besoin de ces énergies-là, ces présences. Si tu joues au Père Noël une fois de temps en temps, les enfants ont besoin du Père Noël. Tu sais, ils sont là. Alors, au moins, tu peux t'isoler, mais il faut sortir le Père Noël en nous une fois de temps en temps. Et je trouve que la notion de se demander qu'est-ce qui m'empêche d'aimer les autres va me permettre de mettre le doigt sur où est ma carence. Et je sais que ça paraît très, très, très cliché ce que je veux dire, parce que c'est la formule nouvel âge. Et les gens disent toujours, tu peux pas aimer les autres si tu sais pas t'aimer toi-même d'abord. Puis je sais que c'est une formule qui existe, mais elle est quand même très vraie aussi. Seulement, s'aimer soi-même, c'est pas juste se regarder dans le miroir et se dire, ah, je m'aime, je m'aime. S'aimer soi-même, je pense, c'est se découvrir sans ces parasites. De découvrir à quoi je ressemble quand je ne suis pas déprimé ou possédé par des trucs ou limité. Quelqu'un me posait la question récemment, comment, par exemple, être moins stressé si on doit parler en public? Et une pensée qui m'est venue après, c'était de me dire, moi, au début, les premières fois qu'on m'a demandé de parler en public, j'étais incapable. Je pouvais plus avaler ma salive, je transpirais,
J'avais tellement peur du jugement. C'était vraiment un effort surhumain pour moi d'être en public. Puis même devant des gens que je connais. Puis aujourd'hui, je me dis, la pensée que je voyais, c'est une personne qui a peur du public. Je soupçonne que c'est qu'avant même d'aller rencontrer le public, la personne voit dans sa tête des images d'horreur. Elle se voit en train d'être paniquée. Elle se voit confrontée avec des regards ou quoi que ce soit. Elle visualise quelque chose qui est déjà terrifiant. Et évidemment, en visualisant ça, c'est comme, aïe, 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 j'ai pas envie, j'ai peur, je me sens pas bien, etc. Et l'effort à faire, je me dis, si on visualise un moment de bien-être avec les autres, ça change complètement ma dynamique. Des fois, je me dis, quelqu'un me dit, tiens, on est obligé de faire ceci, donc je sais que samedi après-midi, je dois faire ceci. Et à chaque fois que je me dis, par exemple, ça me tente vraiment pas, ou tu le fais un peu à reculons, je regarde qu'est-ce qui est projeté dans mon esprit, puisque je projette dans mon esprit, c'est une rencontre qui m'ennuie, que j'aime pas, ou j'ai pas envie d'être là. Puis je me dis, c'est sûr, si c'est ça que je projette, c'est ça que je vais ressentir. Alors je fais un effort de jouer à l'inverse, puis je projette quelque chose d'agréable, puis je me dis, qu'est-ce qui ferait que la même réunion puisse devenir agréable? Comment je parais, à quoi je ressemble dans cette réunion, si j'ai du plaisir à être dans cette réunion. Parce que ça arrive que des fois j'aime être dans les réunions. Et je me rends compte que si on change la façon dont on projette l'avenir, c'est moins désagréable. Et s'aimer soi-même, c'est pas se regarder dans le miroir et dire, je m'aime avec mes faiblesses, blablabla, non. Je pense que c'est de projeter dans son image à quoi je ressemble ou à quoi je pourrais ressembler quand je suis vraiment libéré de mes négativités. Et c'est cet être-là, je pense, que si on arrive à l'aimer, c'est une dimension très spirituelle, ça crée une force intérieure, parce qu'on croit en soi, avec une image très différente. Moi, je pense que s'aimer soi-même comme qui je suis aujourd'hui, avec mon rôle, ma profession, tous mes caractéristiques Facebook et autres, c'est très, très limité. Par contre, si je me pose la question, qu'est-ce qui est en moi, les valeurs, les caractéristiques, les qualités, les moments lumineux dans ma vie qui révèlent le plus mon plein potentiel? Pensez-y, moi je regardais quelqu'un en entrevue l'autre jour, puis je trouvais qu'il avait un visage vraiment pas si agréable que ça, aigri, dur, etc. Puis finalement, la personne, je regardais ça dans un truc de sport, en plus, ça n'a rien à voir. Et puis à un moment donné, l'animateur lui pose une question, puis ça fait rire l'individu. Puis je me disais, c'est incroyable. Hein? Le même visage, tu mets un petit sourire, puis t'as l'impression que c'est, comment tu l'appelles, hein? Mr. Hike et Mr. Kill, je sais pas quoi, là, les deux personnalités dans le même corps. Puis je me disais, s'il fallait choisir la version souriante, je préfère celle-là à la version grincheuse. Pourtant, c'est la même personne. Et ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, dans notre image qu'on a de soi, on voit plus ces petits moments d'étincelle. On sait plus à quoi on ressemble quand on est pétillant, à notre meilleur, dans notre beauté intérieure, on sait plus à quoi on ressemble des fois. Et si on pouvait voir ça plus souvent, moi je me dis que c'est ça qui va nous donner la force de s'aimer, se pardonner, s'accepter, puis juste être en paix avec soi-même, juste arrêter de mettre des pressions sur soi-même pour quoi que ce soit. Et là, mon hypothèse spirituelle, c'est qu'à ce moment-là, on est plus apte à être devant n'importe qui, plus neutre, puis commencer à écouter l'autre, puis juste laisser l'autre, donner à l'autre le temps de s'exprimer, de faire ce qu'il a à faire, d'être qui il est, puis d'essayer de ressentir une vibration positive, aimante, non-jugement, humanitaire, humaniste, altruiste, etc. Puis de laisser ce sentiment grandir. Et mon expérience, c'est que quand on fait ça, c'est là qu'on redécouvre, on dit « Wow, c'est fou. Hein. Si je fais pas cet effort, je ne saurais jamais à quoi ressemble cette réalité. Mais si je fais ce petit effort, on découvre une réalité qui est tellement agréable. Ceux qui ont, par exemple, quand on a des rhumes ou des trucs tout bêtes comme ça, personne n'aime ça, hein, avoir un rhume, c'est tout bête. Moi, je dis toujours, on a
trouver les techniques pour aller sur la Lune. On n'a pas encore trouvé la technique pour faire que le rhume, ce soit pas une semaine de malaise. Ça reste toujours un petit problème. Et le rhume, moi je suis toujours comme ça, il y a des jours où on t'aime pas ça. Tu vas te coucher, ça tousse, c'est coincé, on déteste ça. Puis là, il y a le premier soir où on dort bien. Vous vous souvenez de ce soir-là, où là tu sens que tu viens de passer de l'autre côté. Puis là tu te lèves le matin, ah, ça va mieux ce matin. Vous vous souvenez ça? C'est génial. Juste pour ça, c'est presque le fun d'avoir le rhume, non? Ok, là je vous perds. Mais ce que je veux dire, c'est que ce petit moment de bien-être, tu sais, on essaiera de te le décrire la veille, tu peux le comprendre intellectuellement. Mais tant que tu le ressens pas, ça veut rien dire. Et là, le moment où tu commences à te sentir mieux, puis tu as bien dormi, puis ça se débouche finalement, tu dis « Ah, super !» Moi, j'ai eu un bon rhume récemment, puis en prenant l'avion, j'ai atterri, écoute, sourd, hein, c'est hallucinant. Hein, les gens me parlaient, j'écoute, je suis désolé, j'entends rien de ce que tu me dis. Je vois tes lèvres bouger, mais je bouchais. Les gens me hurlaient pendant, ça a duré plusieurs heures. Puis quand ça se débouche, c'est « Ah, ça fait du bien !» Pour moi, aimer le monde, c'est exactement ça. C'est le moment où ça se débouche, puis tu te dis « Ah, cette même personne que j'aimais pas tant que ça, on se met à avoir un sentiment plus positif. Puis là, tu te dis, hey, finalement, bien mieux comme ça, beaucoup mieux comme ça. Et après, on se dit, ben, on peut aller jusqu'où comme ça? Et c'est pour ça que je dis au début, il y a des degrés d'amour. Ça se pousse jusqu'où cet amour-là? Qui devient, je pense, il faudrait un autre mot en français, peut-être, un amour acceptation, je t'enlace, un tiret, je t'en veux plus, un tiret, je te pardonne. Tu sais, c'est un amour composé, peut-être. C'est plus un amour composé, c'est pas juste amour. Et quand on ressent ça, ça enrichit tellement, notre réalité, mais surtout notre relation avec les autres. Et c'est là où on se rend compte que notre manque d'amour fait en sorte qu'on est des individus, des fois, très limités dans nos relations, dans notre quotidien, etc. Quand il y a plus d'amour avec les autres, notre vie prend de l'expansion. C'est juste ça donne le sentiment d'être plus gros, dans un espace plus oxygéné. Des choses se passent mieux. On voit que les gens répondent beaucoup mieux à nos idées, à notre personnalité. Il y a du bonheur. L'amour crée le bonheur. Tu sais, la liste des bien-être et des bienfaits est très longue. Mais si on ne le fait pas, on ne se rend même pas compte qu'on n'est pas là-dedans. Quelqu'un qui vit dans le noir tout le temps, il ne sait plus ce que c'est le jour. Et c'est grave, grave dans le sens, l'être humain a, je pense, un besoin essentiel d'amour. Le bonheur, l'amour, la paix sont des valeurs indispensables, comme l'eau, l'air, la nourriture pour le corps. Et si on se prive de ça, je pense qu'on rate une partie importante de notre vie spirituelle. Et c'est pour ça que l'invitation est de dire, est-ce qu'on peut trouver des façons d'accentuer encore plus notre capacité d'aimer les autres, juste pour essayer. Même si on a tendance à se dire, hey, c'est assez tannant, lui, là, c'est correct de ne pas l'aimer. Oui, il y a toujours des excuses pour ne pas aimer. Mais pourquoi on n'essaierait pas de dire, ok, peu importe combien l'autre est détestable, si j'essayais d'aimer un peu plus, juste pour voir ce que ça donne. Et moi, je vous assure, j'ai changé énormément de relations personnelles avec des gens qui me plaisaient vraiment pas, avec qui je me disais, j'ai rien à voir, j'ai aucun intérêt. Souvent, on dit d'ailleurs, à cause du travail, ou d'ici, ou ailleurs, si c'était pas pour les obligations, j'irais jamais prendre un café avec cette personne. Puis un jour, j'ai changé ma façon de penser, puis de me dire, regarde, la personne que j'aime le moins, je vais en faire mon projet d'amour numéro 1. C'est bizarre au début, hein, c'est vraiment bizarre, mais une fois qu'on développe ça, après, c'est hallucinant ce qui se passe, honnêtement. On voit ce qui est beau chez l'autre, qu'on n'aurait jamais vu avant. On apprécie l'autre. Il y a des regards pétillants qui se font, puis tout à coup, il y a comme une complicité. Tu dis, aïe, 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 dire qu'il y a 6 mois, là, j'aurais vraiment foutu une petite paire de baffes, mais non. 6 mois plus tard, tu es là en train d'avoir un petit regard complice. Et là, pour moi, ça, c'est une forme de liberté. C'est une forme d'être libéré intérieurement
de ce non-amour qui est en fait une prison. Ne pas aimer, c'est être emprisonné dans un petit monde, dans un petit monde de calcul, de rejet, d'irritabilité, de jugement, c'est des prisons. Alors qu'aimer plus, c'est être sorti de prison. Et ça, c'est la démarche spirituelle, c'est-à-dire de se dire comment est-ce que je peux aimer davantage? Lâcher prise, aimer, regarder l'autre, trouver des nouvelles pensées. Qu'est-ce qui va me faire aimer davantage? Alors, c'est un peu ça la démarche, c'est ça l'idée de stimuler les uns les autres à réfléchir à cela. Puis encore, je dirais peut-être juste conclure en disant, si on s'observe cette semaine, puis que devant un individu, on se sent un petit peu plutôt sec, tu sais, comme poli mais sec, peut-être juste se surprendre pour se dire, hey, pourquoi je suis comme ça? Et je vous parie n'importe quoi, que quelque part en nous, là, il y a une petite bébite qui est là. Un peu d'égoïsme, un jugement, un rejet, il y a une pensée négative qui est quelque part dans ma tête. Et c'est à nous de se demander, si je la laissais aller, cette pensée négative, est-ce que je ne serais pas plus heureux? Ça vous paraît explorable comme concept? Mais je vous aime, hein, vraiment, je vous aime beaucoup. Je suis content de vous voir. Tu es dans une bonne terre. Ah oui, c'est facile, c'est facile. Mercredi soir, c'est facile. Ça, je dis, il y a des amours faciles, le mercredi, c'est facile. Jeudi, je sais pas si on se voyait le jeudi, je sais pas si je vous aime, mais mercredi, je vous aime bien. Alors, on va conclure avec une méditation ensemble et je vais vous proposer des idées pour accompagner un petit peu la méditation. Puis je vous invite vraiment à faire l'exercice d'écouter un petit peu ce que je dis, mais prenez la liberté d'ajouter votre propre pensée. Et la méditation, c'est juste l'art de penser. Quand on médite, c'est comme on se met tous devant une feuille de papier blanche, là, puis on dessine, on crée quelque chose. Alors là, la méditation, ça va être autour de la capacité d'aimer le monde. Ce que je vous invite à faire, c'est être juste conscient de quelle pensée vous allez ajouter. Moi, je vais vous suggérer c'est comme quand on dessine dans des carrés, là, en fait, tu mets avec des numéros. Quand tu as le numéro 1, tu mets rouge. Je vais vous faire un peu de tracé pour vous aider, mais après, vous pouvez faire votre propre tracé. Et l'idée, c'est utiliser les pensées que je suggère pour vous guider au départ, mais compléter le commentaire avec vos propres pensées. Et c'est là, dans l'idée de se dire, tiens, je veux vraiment ressentir quelque chose. On va donner un petit 10 minutes pour ça et faire une bonne expérience. Tu vois? D'abord, on prend le temps de bien respirer. Juste mettre le corps dans un état de détente. C'est le corps immobile. C'est de ressentir l'immobilité du corps. Comment le corps peut devenir paisible, silencieux, calme. Juste mettre le corps dans une posture qui vous paraisse vraiment confortable. Et d'apprécier comment même quand les muscles se détendent, tout le corps devient immobile. On peut même ressentir les traits du visage qui se détendent. Respirant profondément, on laisse aller toutes les tensions du corps. Et que si je laisse mon corps immobile, complètement détendu,
peux alors me concentrer sur mes pensées. Reprendre le contrôle de mes pensées. Et quand je réalise que mes pensées créent ma réalité, je cherche à créer les plus belles pensées, des pensées vraies, des pensées inspirantes. Alors je prends le temps de me voir dans le monde actuel. Même maintenant avec les gens qui m'entourent. Peut-être que j'en connais certains, j'en connais pas d'autres. Je fais juste une expérience pour voir qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des sentiments bienveillants pour les autres. Alors je pense à tous ceux qui sont autour de moi, présentement dans la salle ici. Et sans même connaître une autre personne. Je peux visualiser un regard, un sourire, ou même une expression assez neutre du visage. Simplement ressentir une énergie entre moi et les autres. Une énergie bienveillante. Juste d'avoir des bons souhaits pour un autre. Je prends le temps de penser à tous ceux qui sont là, autour de moi maintenant. Ressentir ce que c'est que d'aimer les autres. Comment est-ce que je peux aimer les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Aimer les autres. Et le simple fait de vouloir aimer les autres m'oblige à agrandir ma conscience. Je dois penser plus grand, ailleurs que dans mon simple petit quotidien. Alors je vois les autres dans un contexte plus large. On est tous des êtres humains ici sur Terre. On dit qu'on est de passage. Et je croise des gens dans ma vie, tous les jours.
Alors je cherche quelles sont les pensées qui m'aident à avoir une attitude plus positive, plus bienveillante pour les autres. Je me dis que cet amour pour les autres est un peu comme un parfum. Un peu comme une odeur. Je n'ai pas vraiment besoin de connaître l'autre. J'ai juste besoin d'émettre mon parfum d'amour, subtilement. Comme si ça devenait la base de toutes mes relations. Un amour qui devient accueil. Un amour qui devient ouverture. Un amour qui devient respect. Un amour qui devient bienveillance. J'imagine à quoi ressemblerait la vie si tout le monde devenait comme une fleur spirituelle. Avec ce parfum unique. Et je vois qu'il ne dépend que de moi de pouvoir libérer ce parfum. De pouvoir faire éclore le parfum de cette liberté intérieure. Ma volonté de ne pas juger les autres. De seulement faire du bien et de ne faire que du bien aux autres. Et cet amour reste subtil. Il est là, toujours présent, mais subtil. Mais je fais en sorte que cet amour transparaisse à travers mon regard, à travers mon visage. Faites une bonne semaine, des beaux moments, beaucoup d'amour. Puis la semaine prochaine, on parle de quoi alors? Détester le monde, c'est ça? Contraste un petit peu. Alors, plaisir, à très bientôt, Shanti, bonne soirée.